Stéphane Benamou, bonjour. Bonjour. Vous avez créé et vous dirigez une association qui s'occupe des enfants et des adolescents autistes, qui les accompagne, leur permet de s'intégrer dans la société. Cette association s'appelle Le Silence des Justes, Ohale Yaakov. Et aujourd'hui en France, on sait qu'il y a entre 80 000 et 100 000 enfants autistes. Enfin, vous reviendrez peut-être sur ce chiffre. Ouais, et je voulais commencer peut-être par une question toute simple. Qu'est-ce que l'autisme ? C'est une question à laquelle on a des difficultés tout le temps à répondre. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que le mot autiste, il est utilisé aujourd'hui un peu n'importe comment et un peu partout. Et on va parler plus maintenant de TSA, du trouble du spectre autistique, qui révèle des caractéristiques assez importantes du syndrome de l'autisme, qui est principalement une incapacité à communiquer. Et ça, c'est la douleur la plus extrême que peut avoir l'être humain, cette incapacité à communiquer, c'est exactement ça. C'est pas une volonté de ne pas communiquer, c'est vraiment une incapacité. C'est pour ça que... À entrer en relation. Oui, à entrer en relation, à créer un lien. Et c'est pour ça que je vous disais donc au tout début que c'est vrai qu'il est mal interprété souvent. On dit en politique qu'il est autiste parce qu'il se renferme, il ne comprend rien. Or, ce n'est pas ça du tout. En fait, l'autisme, c'est les mêmes caractéristiques humaines que tout un chacun, sauf que malheureusement, ils n'ont pas cette fonctionnalité qu'on a nous. Et ce loisir de pouvoir dire à quelqu'un tout ce qu'on aimerait lui dire. Et non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Il faut bien qu'on comprenne le spectre autistique. C'est une maladie grave et massive. Le nombre de personnes avec autisme que vous avez cité bien en dessous. Dans la question est bien en dessous, hein, puisqu'on est à 600 voire 700 000 personnes souffrant d'autisme sur le territoire national. D'accord. Alors, c'est en 1996 que vous avez fondé Le Silence des Justes. Il y a eu un événement qui a été, je suppose, à l'origine de ce grand défi que vous relevez, que vous avez voulu relever. Alors, pour être très précis, j'ai connu l'autisme en 1992 par un médecin psychiatre qui m'a confié un patient autiste dans un organisme de vacances, donc parmi des ados. Donc c'est vous dire que c'était très facile, sauf que quand le jeune a intégré la colo, ça s'est très mal passé. Vous dirigez la colonie de vacances, en fait, à l'époque, voilà, c'est ça, vous dirigez le centre de vacances. J'étais un simple directeur de colo, j'étais beaucoup plus jeune, évidemment. Et le travail éducatif, c'était de développer les sports de montagne, en fait, auprès du public qu'on accueillait. Et donc avec des sports à sensation, des sports aussi voilà, où il faut d'abord apprendre et après la pratique. Et donc cet ado s'est retrouvé là parmi 170 ados, c'est une grande colo. Et ça a été très difficile, ça a été très compliqué. On s'est rendu compte en fait que quand une personne n'avait pas le même mode de vie que le nôtre, alors c'est pas un mode de vie évidemment, mais quand une personne ne communique pas, nous dans notre monde de com, c'est très compliqué parce qu'il faut faire appel à autre chose. Il faut aller chercher ailleurs parce qu'il faut quand même créer un lien. Sinon, l'enfant se dégrade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est trouvé rejeté en fait, par les... Oui, dans un premier temps, il est rejeté. Dans un premier temps, personne ne comprend trop pourquoi sa présence parmi le centre. Alors, chez tout le monde, hein, chez les parents aussi. Et on se pose beaucoup de questions sur ses stéréotypies, sur sa gestuelle, sur ses balancements, sur ses angoisses. Et en fait, on se rend compte au bout de 10 jours qu'on n'a pas fait l'essentiel, c'est-à-dire lui faire une place tout simplement déjà matériellement dans un groupe, faire les activités, suivre tout ce que la vie quotidienne de la colo offrait à ces jeunes ados et en même temps les activités. Ça a été le pari, alors c'est pas le mien, c'est pas un défi que j'ai relevé, ça serait un grand mensonge, c'est un défi qu'a relevé une équipe d'ados. Oui. Que j'ai interrogé, parce que j'avais interrogé l'équipe d'adultes qui n'en voulait pas. L'équipe d'ados a dit tout simplement, on va le prendre avec nous à partir de maintenant dans notre équipe. La colo, maintenant, elle a démarré depuis 10 jours. C'est vous dire qu'on n'était pas très fort. On n'était pas des releveurs de défis, parce qu'il a fallu 10 jours pour se rendre compte qu'il fallait tout simplement lui faire une place au sein d'un groupe d'ados. Et c'est l'idée des ados. Et donc, à partir de ce 10e jour, Johan fait partie d'un groupe. Et là, ça change tout. Ça change tout
parce que on fait une pièce de théâtre, on le déguise, on lui fait jouer un rôle. Il fait rire tout le monde, du coup. Le lendemain, il part en activité. Il dort, du coup, dans la chambre de ses copains. Il part en activité avec ses copains. Et dans les prérogatives de sécurité sur certains sports, on lui explique, on l'encadre, on l'accompagne, on le protège et on communique avec lui. Et là, le sourire arrive. Et là, l'autisme disparaît quelque temps, tout simplement. Voici Johan. Johan a 41 ans. Il est suivi par le silence des juges depuis 20 ans. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui il va bien. Il travaille et est épanoui. Des histoires comme celle-ci, au silence des justes, il y en a beaucoup d'autres. Bon, ben, il a ouvert la porte à d'autres jeunes. Alors, il faut à la fois des structures spécialisées, mais pas tout le temps en tout cas. Aujourd'hui, l'itinéraire d'un enfant autiste, à partir du diagnostic, c'est-à-dire 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il va à l'école, il peut aller à l'école, avec une préparation de l'enfant.
c'est quoi une préparation aujourd'hui pour un enfant TSA, un enfant avec des troubles du spectre autistique? C'est en fait peut-être lui montrer le film de ce que va être sa classe, la place où il va le préparer. En fait, quand il arrive à l'école, il a déjà donné son acquiescement. Il faut toujours qu'il soit d'accord. Donc il y a une préparation. Il y aurait eu une préparation de Johan avant la colo. La colo se serait bien passée du début à la fin. Aujourd'hui, grâce à Johan, alors beaucoup de colos, pas seulement la nôtre, qui existe toujours et qui prend toujours des enfants autistes. Il y en avait encore au ski cet hiver, mais beaucoup de colos prennent des enfants. Alors on recrute les référents, on les fait rencontrer avec les familles, on prépare les enfants à ces itinéraires, et vous avez plein d'enfants autistes qui ont première, deuxième, troisième étoile, et pareil l'été, qui font plein de découvertes avec le public ordinaire. En fait, il faut des unités spécialisées parce qu'ils ont besoin de soins. Toute maladie a besoin qu'on la soigne. Donc il y a d'abord des protocoles de soins. Et aujourd'hui, avec l'approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle de l'autisme, on fait en France, il faut le dire, des prouesses. On fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de stratégies éducatives nouvelles. Il y a de la communication. On utilise tous les outils qui sont merveilleux du coup, qui sont pas bons pour les enfants quand ils en abusent avec les jeux et tout ce que vous pouvez dire sur les... Mais pour nous, par exemple, un iPad, c'est vital pour la communication avec un enfant qui n'a pas la communication verbale encore. Les enfants qui arrivent chez vous sont déjà diagnostiqués autistes, ou alors est-ce que vous-même vous occupez de diagnostiquer le... Alors on a des médecins dans notre équipe, Ouais. évidemment, médecins psychiatres, et on a aussi un pédiatre qui travaille avec nous, donc qui font partie des équipes. Et il y a une approche, il y a d'abord un protocole médical, mais les services et les centres de diagnostic, on travaille avec une convention avec l'hôpital Robert Debré, avec le professeur Delorme, qui est un ami aussi de l'association. Et c'est avec son équipe pluridisciplinaire qu'on voit tout ce qui est diagnostic. Après, on envoie les retours des prises en charge et des accompagnements. Et on progresse surtout dans le bas âge, à partir de 3 ans et demi, 4 ans. C'est à partir de là, quand on prend l'enfant, comme dans toute maladie, on peut enrayer un syndrome plus c'est tôt et mieux. C'est pris en compte quand il a 6 ans. Je ne dis pas que c'est trop tard, même quand il a 12 ans, 14 ans, mais on a déjà raté quelque chose. Alors, c'est sûr. Juste avant qu'on parle des missions, des activités du Silence des Justes, je voulais m'arrêter un instant sur le nom de l'association. Est-ce qu'il est quand même très fort? Il y a deux noms, hein, le Silence des Justes et Oale Yaakov. Qu'est-ce qui explique ce nom? En fait, le premier nom, c'est Oale Yaakov. Les tantes de Jacob, parce que ça nous paraissait les plus... En fait, le titre le plus adapté par rapport, c'est « Venez » parce que nous, on ne pourra jamais venir vers vous. Venez-vous. Mais nous, on vous ouvre une tente des 4 côtés, nord, est, sud. Mais le Silence des Justes, ça vient après. Ça vient d'un parent, en fait. Un parent qui voit notre travail et qui voit notre activité. Et donc, au début, on fait des choses ordinaires sans faire du bruit, hein, parce qu'on est très discret. Quand on veut faire la bar mitzvah d'un jeune autiste, on se confronte à la loi. On nous dit non, c'est pas nécessaire. C'est d'ailleurs le rabbin Bernheim qui me reçoit et qui me fait faire les bar mitzvahs en 99. C'est lui qui me reçoit et qui me valide les premières bar mitzvahs. On les fait à la victoire, on en fait 4 d'un coup, parce qu'on avait commencé à avoir une file d'attente. Et le rabbin Bernheim, il a eu une idée géniale, donc on a fait les bar mitzvahs. Mais c'est vous dire que tout est difficile quand vous avez un enfant autiste, malheureusement. Tout est difficile. L'inscription à l'école, c'est compliqué. Parce que même quand vous avez un auxiliaire de vie scolaire, bon, elle n'est pas formée, on y va quand même, parce que c'est la loi, on a le droit d'aller à l'école, mais on s'aperçoit qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, voilà, c'est fini. Donc tout est compliqué dans le sens où il y a un besoin de l'enfant d'être préparé, d'être d'abord soigné et d'être accompagné correctement. Et il y a aussi le besoin des autres enfants de comprendre pourquoi ils ne communiquent pas. Et il y a un travail donc dans les deux sens. Mais la spontanéité de l'enfant ne pose pas les mêmes questions de l'adulte. Et heureusement, il n'y a pas besoin de trop d'explications pour que l'enfant puisse partager un temps scolaire, un temps en centre de loisirs ou un temps en centre de vacances, quasi la totalité de la journée sur certaines activités aujourd'hui. Au départ, lorsqu'on a eu le choc de l'annonce de son handicap, dans les premiers bouleversements, les premières peines et la première peur et toutes les angoisses qu'on a pu avoir en se disant qu'est-ce qui nous arrive et de quoi va être fait notre vie et surtout la sienne et comment on va l'aider, une des premières choses
à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, mon Dieu, mon fils ne fera jamais sa bar mitzvah. Alors, je te le présente, il a 11 ans et demi, il fait la bar mitzvah en février 2016. Là, les mercredis, il va venir, il va apprendre avec Liran et avec Rifki, d'accord? Il va essayer d'apprendre le plus de choses possible, et après ça va devenir un bar mitzvah. Et c'est pas avec un éducateur, la cérémonie, c'est avec le rabbin. Regarde bien le rabbin. Quand tu auras fini de préparer la bar mitzvah, tu devras mettre le talit et les téphilines. D'accord? Tu as déjà vu des téphilines? Oui, j'ai vu de téphilines. Tu veux voir comment ça a l'air, les téphilines? Ou tu sais déjà? Alors tu vois, ça c'est les téphilines qu'on va mettre sur la tête. Il y en a une qu'on met sur la... C'est quoi ça? C'est une? Bras. Très bien, c'est un bras, t'as raison. Et l'autre on met sur la... Front. Sur le front. Zach, il répond encore mieux que la question que je pose. Hey. Bien. Les grosses difficultés qu'on a eues avec Elise, c'est au niveau de ses troubles du comportement. Il a des difficultés à se concentrer au niveau du regard. Il a tendance à beaucoup perdre le regard. Il s'enferme aussi beaucoup dans des stéréotypies type jeux vidéo en faisant une sorte d'écolalie en fait par rapport à ces jeux-là. C'est-à-dire il répète même quand on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Mais au fur et à mesure, je pense qu'il y avait une forme de test. Mais ça, c'est tous les jeunes. Souffrant d'autisme ou non, il y a toujours une phase de test, hein. C'est propre à tous. Pose le téléphone s'il te plaît, c'est pas ton téléphone, tu demandes avant de le prendre. Pose-le. Je veux le téléphone, s'il te plaît. Assieds-toi d'abord. Tu l'auras. Non, je t'ai pas dit oui, tu reposes s'il te plaît. Il n'a pas Repose, demandé. s'il te plaît. Il Oui, n'a je t'ai pas pas demandé. répondu. Il faut que je te réponde pour que tu puisses le prendre. Repose le téléphone. Repose le téléphone s'il te plaît. Faut que je le prends. Je prends pas. Alors pose-le, je On pose pas le téléphone. Voilà, tu le poses. Tu demandes, est-ce que je peux avoir le téléphone, s'il te plaît? Est-ce que je peux savoir le téléphone? Avoir. Est-ce que je peux avoir le téléphone, s'il te plaît? J'ai pas répondu, je le laisse. S'il te plaît, Et là, je te réponds oui. Et là, tu Oui. peux le prendre. Quand sa maman m'a dit qu'il savait lire le français, je me suis dit que la question cognitive ne se posait pas forcément, puisque s'il a eu accès à la lecture du français, la lecture de l'hébreu est techniquement plus simple. m'a servi. Bina, Bina, Léafrine, Léafrine, Ben, Ben, Yom, Yom, Ouven, Ouven, Laïla. Naïla. Il va se confronter à la communauté juive. Il va arriver vendredi prochain, il va se retrouver... Alors même si on a fait toute la préparation, lui, il ne sait comment les choses vont se passer avant qu'elles se passent. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Amen. Allez, vas-y. Je ne dis pas que l'avant et la bar mitzvah n'a servi à rien, mais il faut quand même qu'il y ait un après pour garder, pour nourrir justement ses acquisitions et ses objectifs qu'il a atteints au moment de sa bar mitzvah. Alors justement, en parlant d'activités, pouvez-vous nous dire quelques mots sur justement toutes les activités que vous mettez en place pour ces enfants et adolescents? Je sais qu'elles sont très nombreuses. Tout à l'heure, on parlera également des lieux, des différents lieux du Silence des Justes. Mais déjà, des activités, qu'est-ce que vous faites finalement pour ces enfants en termes d'intégration professionnelle? Je sais qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses. On devrait avoir un secteur d'âge. Un enfant, il rentre à l'école à 3 ans et après, il change d'école. Et en 6e, il va changer d'école, et après, il va aller au lycée, après, il va aller à l'université. Chez nous, quand ils rentrent à l'âge de 3 ans, ils peuvent être encore ce qu'on a eu en premier. Moi, je vous parle avec, depuis 1982, moi, je vous parle avec plus de 26 ans de recul. Ils sont encore chez nous. Je peux vous montrer des dossiers d'admission, il y a 26 ans, ils sont chez nous. Donc, ils ont passé l'enfance, l'adolescence,
Ils sont adultes, ils sont même adultes vieillissants. Et je vais vous choquer en vous disant que le plus jeune, il a 4 ans, et le plus vieux, il a 55 ans. Voilà. Donc si vous voulez, ça ne devrait pas être comme ça, on ne devrait pas faire des milliers de choses. Mais on est bien obligé à 20 ans, quand il n'y a pas de place dans les structures adultes, de s'occuper de la suite. Donc, on s'est mis au travail, on a fait plusieurs unités, il y a un directeur pour chaque unité, donc chaque unité est structurée. La prise en charge enfant, ça n'a rien à voir, et vous le comprendrez, avec une prise en charge ado et une prise en charge adulte. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Ça fait qu'aujourd'hui, on a refusé aussi, pour des ados et des jeunes adultes, donc des adultes en devenir, de leur offrir ce que proposent aujourd'hui les orientations sanitaires ou médicales, ou des orientations aussi en Belgique. Donc aujourd'hui, depuis 2015, on a exploré les voies de professionnalisation. Aujourd'hui, ils apprennent des métiers. Ils n'apprennent pas avec la communication. Ils apprennent, on va apprendre toutes les étapes de la fabrication d'une pièce en menuiserie, mais avec un éducateur professionnel de la menuiserie. Donc on a des éducateurs techniques. Vous pouvez citer d'autres exemples de métiers. Il y a toutes sortes de métiers en fait. En fait, on est en train d'explorer la totalité des métiers. D'abord, depuis 2008, ça fait très longtemps. Depuis 2008, on a une classe à l'Horte de Montreuil. Une classe à l'Horte de Montreuil, c'est un lieu où, quand on a 15 ans et on est atteint d'autisme, on peut y aller jusqu'à 24 ans parce qu'il y a des BTS. Donc on a, si vous voulez, 9 ans de prise en charge. On a déjà renouvelé la classe une fois, mais ceux qui sont passés par l'Horte, ça change tout. Même dans la vie de l'école, ils apprennent plein de choses. C'est le lycée Daniel Mayer, c'est ça? Oui, c'est le lycée Daniel Mayer. Et cette classe, elle existe, à l'époque c'était Mme Douilleb, aujourd'hui c'est M. Twitou qui est en direction. Mais si vous voulez, cette classe-là, c'est un moment privilégié pour les familles, mais pour les jeunes. D'abord, ils ont une vraie vie de lycéen. Ils mangeaient en cantine, ils mangent dans un self, ils font des choix. Ils ont les fêtes de Hanouka, les fêtes de Pourim, les fêtes de Sukkot, ils participent avec la vie du lycée. Ils participent aussi à des sorties avec le lycée. Donc, si vous voulez, dans les classes en arts plastiques, par exemple, il y a de l'intégration. Il y a aussi une expression artistique qui est importante. On a aussi un atelier théâtre. Mais on ne va pas aller dans tous les sens, on va rester dans la province. Ce qui est important, c'est que ces enfants soient aussi au contact d'enfants, entre guillemets, normaux. Hein, je mets évidemment des guillemets. Mais c'est très important qu'ils soient, en fait... c'est vital et indispensable. C'est comme si on coupait, par quelque handicap que ce soit, les plaisirs de la vie. Le plaisir le plus grand, parce qu'on se lassera de tout, hein, je ne vous apprends rien, mais le plaisir le plus grand, c'est d'être avec d'autres. C'est de partager Ils aiment tout ce qu'on aime, en fait. Ils peuvent aimer la même musique que vous. Ils peuvent aimer de la musique classique. Il y a d'autres musiques aussi qu'ils aiment, mais je ne pense pas que ce soit les nôtres aussi. Mais voilà, en fait, ils ont aussi un besoin, mais sans nous le communiquer. Ils ont besoin d'un partage. Ils ont besoin d'être avec nous aussi. Alors, on parlait des lieux de vie que vous avez créés. Il y en a 14, je crois. Enfin, il y a un nombre important de lieux de vie. Vous avez cité le lycée Daniel Mayer, mais donnez-nous des exemples d'autres lieux où... Ça, c'est parti, malheureusement. Les lieux de vie, les appartements, c'est une première décision d'un juge tribunal pour enfants qui, en 2010, a placé un enfant avec autisme qui a 8 ans. C'est un placement judiciaire, en fait. Oui, c'est un placement judiciaire. À l'époque, je n'ai pas d'appartement. Et le magistrat me dit d'aller dans un hôtel. Évidemment, ce n'est pas une vie pour un enfant autiste, un hôtel. On a écouté, évidemment, on se doit d'obéir à un tribunal qui vous a choisi, voilà. Et donc, ce placement-là, je ne savais pas à l'époque, mais ce placement a donné lieu à d'autres placements. Aujourd'hui, on a 50 enfants ou adolescents qui sont placés, soit par les autorités judiciaires, soit aussi par l'aide sociale à l'enfance. Alors, quand il y a un placement, ça veut dire que l'autisme de l'enfant est trop important pour vivre au domicile avec des parents. Un enfant autiste, de toute façon, qui n'est pas pris en charge, c'est souvent des enfants autistes qui n'ont pas de prise en charge à la journée. Et là, ils sont 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les familles. Et là, ça ne va pas. Là, la santé se dégrade et ils deviennent intenables dans les domiciles. Et donc, ce n'est pas les parents. Alors attention, je précise, ce n'est jamais les parents qui sont en incapacité de s'occuper de leurs enfants. C'est l'autisme de leur enfant qui fait que, malheureusement, cet enfant doit être séparé de sa famille. C'est une double douleur. Alors, par la suite, nous, on réintègre tout de suite les familles, les fratries dans ces placements. C'est des appartements. La chambre, elle ressemble beaucoup à la chambre
où dormait l'enfant. Les bruits, c'est des bruits d'enfants, quand c'est des secteurs enfants. Quand c'est secteur ado, il y a tout ce que l'ado il a à la maison. Hein. C'est réglementé, vous inquiétez pas. Mais quand même, les parents réintègrent, les parents viennent à la maison, les parents viennent voir leurs enfants, les parents peuvent cuisiner aussi un plat et refaire sentir les odeurs qu'il y a à la maison. Petit à petit, on réintègre de temps en temps aussi la fratrie. L'enfant retourne un petit peu à la maison. Il y a des enfants qui, au bout d'un certain temps, au niveau déplacement, peuvent réintégrer aussi de temps en temps la cellule familiale. Mais voilà. Mais c'est réorganiser les soins de l'enfant. Et les parents, unanimement, sont très heureux du développement que font leurs enfants. Et si c'était notre enfant, on aurait été incapable, au même titre que ces parents-là. Donc c'est vraiment la force d'équipe, c'est une force d'équipe. Si c'était un défi individuel, ça serait nul. La force d'un travail d'équipe, c'est comme dans un sport, hein. Une équipe qui va gagner, une équipe performante, c'est une équipe qui joue collectif. Dans notre approche à nous, depuis le début, c'est une approche qui est basée sur l'écoute. On écoute les médecins, on écoute les psychologues, on écoute les instituts spé, on écoute toute l'équipe pluridisciplinaire et on travaille ensemble dans un projet individualisé. Tous les projets sont individuels. Des objectifs de soins, mais des objectifs éducatifs et rééducatifs sont posés et on travaille ensemble pour les atteindre. Vous dites souvent d'ailleurs que vous ne voulez pas vous attribuer le mérite seul de ce travail. Vous avez en fait toute une équipe médicale, paramédicale, administrative autour de vous. Les sujets, les enfants et les familles, c'est le principal. C'est ce qui nous donne une force et une dynamique. C'est ces enfants d'abord. Il faut leur rendre hommage à tout moment. Il faut penser à tout moment que c'est eux qui nous font faire un travail et qui nous le font partager maintenant avec l'ensemble des citoyens, puisqu'on va à l'école laïque ou l'école juive aujourd'hui. On est dans les écoles. Donc si vous voulez, c'est d'abord ça. Après, les équipes sont formidables, parce que des équipes qui travaillent ensemble, et c'est pas facile. Je vous dis ça parce que des fois, il y a des situations, là je vous parle un petit peu des réussites, mais il y a des situations complexes. Il y a des situations où un enfant sort de l'hôpital psychiatrique, il n'avait rien à y faire, mais ça on va pas, on pourrait débattre des heures, mais les premiers temps sont difficiles, parce que quand il a passé 9 mois dans un enfermement, il vient dans un appartement, déjà, pour se réhabituer à la vie normale, c'est déjà quelque chose de très compliqué. Donc on vit des situations aussi où les choses sont complexes et on va nous-mêmes sur le terrain, on n'est pas que dans des bureaux, on va nous-mêmes sur le terrain pour aider parfois les équipes à organiser la vie nouvelle d'un jeune avec autisme. Stéphane Benamou, à ce jour, combien d'enfants, d'adolescents autistes le Silence des Justes accompagne ? 79. 79. Il n'y a pas que il y a des personnes juives, confession juive, et d'autres qui ne sont pas juifs. Alors, que ce soit très clair, on soigne l'autisme et la religion. Enfin, après, le judaïsme, évidemment, il arrive parce qu'il y a des enfants autistes. Hein, j'ai parlé de bar mitzvah tout à l'heure. En fait, en même temps, ça arrange tout le monde parce que la prise en charge, elle est tout le temps individuelle. Et donc, quand c'est un enfant juif, on s'occupe aussi du protocole judaïque. Quand on accompagne des enfants à l'école juive avec TSA, et ben on les accompagne dans une école juive, donc dans tout le respect évidemment de la loi juive et des règles intérieures de l'école, mais ça peut être un enfant non juif autiste qui est chez nous et qu'on accompagne aussi dans une école laïque. Et où on épouse aussi un petit peu la culture, hein. On a des enfants musulmans, des enfants africains, des enfants catholiques aussi. On a beaucoup de nationalités à Wale Yaakov. Mais l'association, elle est complètement ouverte. D'abord, elle s'occupe vraiment de l'autisme. Elle s'occupe aussi, c'est lié aux personnes. Les personnes, c'est des familles, c'est des cultures, c'est des religions parfois. Mais quand on reçoit un enfant, on reçoit aussi sa famille. Parce que si on reçoit que l'enfant et pas la famille, on a fait la moitié du travail et pas tout. La maman, qu'elle soit juive ou pas, seule une mère comprend ce que son bébé lui raconte. C'est un dicton du rabbi, pas de moi, bien sûr.
5, 6 et 7. Il faut que tu fasses la prière, Baruch. Asher. Très bien, monsieur. Alors, regarde. Ça, le nœud, tu le passes derrière. D'accord? La boîte, il faut qu'elle soit devant. Hop, tu mets sur la tête, faut mettre, et tu fais la prière. Comment c'était, Johan? C'était bien. Le rabbi d'ailleurs qui vous a encouragé, le rabbi de Lubavitch, Oui. qui vous a encouragé d'ailleurs dans cette action. Oui, le rabbi m'a encouragé dans cette action en 1751. Je me rappelle exactement, c'était grâce à une intervention du Rav Tobenblatt qui avait demandé au rabbi pour moi. J'ai une question un peu personnelle, mais vous êtes juif pratiquant, juif observant. Est-ce que votre pratique juive joue un rôle dans cette vocation qui est la vôtre? Je pense que oui, je pense que c'est même fondamental, dans le sens où on retient et on interprète donc le fondement d'un juif sur l'importance du devenir de l'autre. Du souci d'autrui. Le souci de l'autre, qu'il soit juif ou pas, même, qui est une créature divine. C'est ça le sens de ma croyance au Créateur, c'est que pour moi, l'autre, c'est moi. L'autre est créé à l'image de Dieu. Voilà. Ouais. Alors d'ailleurs, il y a un très beau symbole, vous êtes associé avec un musulman pratiquant aussi. Peut-être qu'on peut en dire quelques mots, Daoud Tatou, c'est ça? Qui s'occupe aussi d'une association qui aide des autistes. Ouais, depuis très longtemps, hein, depuis 1998. Moi, je l'avais rencontré sur une scène de théâtre. Il était sur une scène en train de faire une petite animation avec une chanson, avec des ados avec autisme. Et j'ai souhaité le rencontrer, donc je l'ai rencontré. Et puis, on a partagé ce qu'on faisait. Il était pratiquant, hein, un médecin psychiatre juif m'avait dit ça va pas coller, vous deux. Je lui ai dit écoutez, je vais pas que ça colle entre nous deux, je vais juste parler d'autisme avec lui. Et je cherche pas à ce que ça colle. Mais quand j'ai discuté avec Daoud, il y a eu... je crois qu'on est remonté à 3000 ans en arrière. On était cousins avant, on s'est dit allez... Et voilà, on s'est rien dit du tout. On a parlé, puis vous savez, quand vous devenez ami avec quelqu'un... il y a quelque chose qui est au-dessus de la nature souvent. Vous créez un lien parce que voilà, c'est naturel. Non, on s'entend sur l'autisme, mais on s'entend sur tout le reste du coup maintenant. On fait la même chose. Ouais. Alors, je pense qu'au-delà de tout ce que vous faites, ou ce que vous avez fait, ce que vous faites, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, je sais que vous avez l'aide de l'Agence régionale de la santé, l'ARS depuis pas très longtemps d'ailleurs, mais ça ne concerne que le soin. C'est ça, ils financent le soin.
mais pas tout ce qui est au-delà du soin, c'est ça? Alors, on a un agrément ARS depuis 2007, sur un accueil temporaire à Saint-Denis. Et là, c'est récent, mais en début 2019, on a un agrément pour 32 internes, donc pour 32 places en internat. On a beaucoup plus de placements, évidemment, que le nombre de places qui nous octroient au niveau des soins. Donc, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce qu'il y en a d'autres, et parce qu'on a besoin de développer encore plus et créer un nombre de places. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez parlé du nombre d'autistes en France, mais vous n'avez pas parlé du nombre de personnes qui ne sont pas encore pris en compte et pris en charge. Et ça, c'est un chiffre que je ne vais pas dire, que je ne souhaite pas dire. Je crois que pour construire l'avenir et créer des places, il ne faut pas aller dans quelque affrontement que ce soit avec qui que ce soit. Il faut être pragmatique, pédagogue, savoir aussi que l'État n'a pas les moyens de subvenir à tous les maux aussi, mais c'est ce qu'ils nous disent, hein, la caisse d'assurance maladie est vide, donc vous partez de ce constat. Alors vous avez toujours une enveloppe, on en entend parler dans la journée mondiale de l'autisme, on fait toujours des annonces. C'est d'abord un problème politique, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup plus de moyens qu'on a aujourd'hui. Et quand je dis beaucoup plus de moyens, c'est des sommes importantes. Mais quand vous regardez un budget d'une association comme la nôtre... C'est quoi le budget, justement? Alors, le budget, technique, mais... Nous, le budget, oui, non, mais il faut le dire, c'est pour 80 enfants, ados, jeunes adultes, vous avez un budget de 10 millions par an. Mais quand vous faites le pourcentage dans ce budget de la masse salariale, vous pouvez trouver jusqu'à 87% du budget qui est la masse salariale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 10 millions, en fait, il y a 5-6 millions que vous reversez déjà aux caisses de retraite et aux URSSAF et aux impôts d'entreprise. Donc, quand on dit le prix d'accompagnement et de prise en charge d'un enfant autiste est cher, franchement, non. Sur les critères économiques, vous allez créer des emplois et cet argent est à 60% reversé ou dans les caisses de retraite ou dans les caisses des URSSAF ou des impôts. D'accord. L'État, quoi. Alors, quels sont les projets, en fait, de Sciences et Justice? Il y a des voies de professionnalisation, c'est ça? Nous, on veut progresser dans 2 domaines. Ouais. Sur la prise en charge précoce à partir du diagnostic, donc 3 ans. Travailler avec tous les établissements scolaires, c'est-à-dire tous les établissements scolaires où il y a des enfants avec autisme, travailler avec les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, pour les amener à comprendre quels sont les objectifs d'un accompagnement scolaire, et travailler sur le devenir adulte. C'est les 2 pôles qu'on va avoir besoin. Quand on travaillera à la prise en charge précoce à partir du diagnostic, on aura des enfants qui vont grandir différemment, plus autonomes. Et du coup, parce qu'on parle beaucoup d'argent, moins cher. Et quand on va sur les voies de professionnalisation, si on accompagne des jeunes autistes avec des emplois, ils vont aussi coûter moins cher. Et on va éviter le sanitaire. Maintenant qu'ils vivent en appartement, on voit bien qu'ils peuvent avoir une vie comme la nôtre. C'est le projet Tremplin, c'est ça? Projet Tremplin. Qui leur permet de s'intégrer dans la vie professionnelle. Voilà. Et pas seulement dans des voies de professionnalisation que nous, on initie, mais dans l'entreprise tout court, demain. Alors là, on va parler de quelque chose d'un peu plus gai, si je peux dire. Enfin, c'est ce film donc c'est un film de messieurs Nakache et Toledano, ceux qui ont réalisé le fameux Intouchable, deuxième plus gros succès du box-office français. Donc c'est un film qui va parler des autistes et des éducateurs, c'est ça? C'est un film qui a été tourné il n'y a pas longtemps, tout l'automne, et qui prend en compte les moments bons et les difficultés que peut rencontrer une structure qui s'occupe d'enfants ou d'adolescents avec autisme. Donc ils ont choisi un scénario. Alors ils nous connaissent, c'est pas un hasard, hein, messieurs Toledano et Nakache qui font un film sur le silence des justes et sur mon ami Daoud d'ailleurs, avec l'association de Daoud. Mais vous savez, ils nous suivent depuis 20 ans. En fait, leur premier clip, c'était en 1998 au ski. Ils sont venus filmer des enfants autistes au ski. Donc vous avez fait un petit clip de 6 minutes. C'est comme ça que Gad Elmaleh est devenu parrain, d'ailleurs, en voyant ce clip. Donc ils ont tous les ans suivi notre association. En 2015, ils ont fait un reportage qui est passé sur Canal+, à 26 minutes. Et son titre, d'ailleurs, c'était « On devrait en faire un film ». C'est exceptionnel parce que c'est un film vraiment naturel,
où on est avec les enfants autistes. Alors, il montre pendant 26 minutes ce que l'association fait. Et là, sur le long métrage, il prend des acteurs connus qui jouent nos rôles à nous. Donc ça devient du cinéma. Alors, c'est pas qu'une fiction, évidemment, mais ça devient du gros cinéma. C'est une industrie. Alors, il y a des enfants du Silence des Justes, qu'on va voir dans le film, mais c'est surtout des acteurs qui prennent le rôle des directeurs. Que ce soit Daoud, moi, ou le rôle du médecin, ou le rôle de certains postes clés, en tout cas, dans l'accompagnement des personnes autistes. Vous savez, il y a un enseignement du Talmud qui compare les enfants à des bâtisseurs. C'est un jeu de mots entre ben, qui veut dire un fils, un enfant, et boné, qui veut dire construire. Et le Talmud dit qu'on construit les enfants, mais les enfants nous construisent aussi. J'aimerais un peu vous entendre à ce sujet. Finalement, ces enfants, vous leur apportez beaucoup, mais ils vous ont construit aussi, vous ont apporté beaucoup. C'est ce qu'on ressent en vous écoutant. Ils nous apportent beaucoup plus que ce qu'on leur apporte. C'est une quasi-certitude, mais pas seulement à nous, aux autres enfants. Et quand on voit, je le vois régulièrement pour être sur le terrain, quand je vois un groupe d'enfants avec un enfant autiste à l'intérieur, l'enfant a une autre réflexion, une autre approche. Mais il a beaucoup plus de plaisir à créer un lien avec un enfant autiste parce que c'est un lien réel, c'est un lien qui se fait plus sur autre chose que sur la personne humaine, que sur l'âme humaine même. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, ils nous apprennent tout simplement à nous dire à nous que tous nos soucis, que tout ce qui est matériel, ça ne vaut rien par rapport à une incapacité à communiquer. C'est vraiment, il nous révèle la plus grande souffrance que peut avoir un être humain. C'est celle de ne pas dire à un autre être humain quelque chose qu'on ressent très fort et qu'on ne pourra jamais lui dire. Merci beaucoup, Sébastien Benamou. Je crois que là, voilà, vous nous avez permis de toucher du doigt cette souffrance et comment on peut essayer au mieux de, comme on dit dans la tradition juive, de réparer le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche à toutes et à tous. Portez-vous bien.